Aujourd'hui, on va parler des teen movies. Comme le nom l'indique, ce sont des films qui sont sur l'adolescence. Ça peut être autant des comédies que des drames, la plupart du temps d'ailleurs ce sont les deux. Cette vidéo a pour particularité d'avoir des films recommandés par vous dans l'espace commentaire. Donc ensuite, je les pioche au hasard, j'en parle en vidéo et je fais une recommandation personnelle. Pour moi, c'est un plaisir de faire cette vidéo, ça rend la chaîne un peu plus interactive. Et si vous voulez participer à la prochaine, qui aura rien à voir, ça sera une autre thématique, ça se passe dans l'espace commentaire et j'annonce le sujet à la fin de la vidéo. Et si vous en avez rien à foutre des teen movies et que vous avez quand même envie de participer à la prochaine vidéo, vous pouvez skipper, aller voir à la fin de la vidéo, je vous explique un peu plus en détail comment ça marche. Donc cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de recommandations, mais quand même suffisamment pour faire une vidéo. Il y a des films que je connais, que j'ai vus et d'autres que je connais pas du tout. Ça m'a l'air assez varié, donc ça sera un plaisir de les regarder et d'en parler. Les Trois Fantastiques de Michael Dichter. Alors celui-là je le connais pas, ça a l'air d'être un film un peu plus dramatique, je me suis pas du tout renseigné, donc en vrai pourquoi pas, franchement j'y vais un peu les yeux fermés, et puis on verra bien. Enfin les yeux ouverts du coup, parce qu'il faut quand même voir le film. Je conseille Les Trois Fantastiques comme teen movie qui mérite d'être plus connu. Il faudra que j'essaye de trouver un film qui n'est ni sombre ni français. Bah écoute, si ta cinéphilie est dans les films français sombres, que c'est ça que tu kiffes, y a pas de souci. Et en plus, ça permet de recommander des films comme celui-ci qui sont pas forcément très connus. Et sans toi, je serais quand même passé à côté d'un film qui m'a mis une petite claque. C'est une très belle recommandation que je vais essayer aussi de recommander à ceux qui regardent cette vidéo. Dans Les Trois Fantastiques, on suit un trio de collégiens, Max, Vivian et Tom, qui cherchent à se faire de l'argent pour se payer une colonie de vacances. Ils sont meilleurs amis, optimistes et très motivés. Max a particulièrement besoin de changer d'air puisqu'à la maison, c'est pas la joie. Il vit avec sa mère qui est en profonde dépression et un jour son grand frère revient après un séjour en prison. Mais ce qui semblait être un nouveau départ pour la petite famille va s'avérer être le commencement d'un cercle infernal de problèmes qui vont impacter leur entourage. C'est un teen movie d'une justesse et d'un réalisme rare. Je veux dire, on y croit à l'histoire de ce film. C'est porté par un trio de jeunes acteurs qui franchement ne font pas de fausses notes, sont assez crédibles. C'est dit qu'il a rien braqué, est-ce qu'il a rien braqué? Pourquoi il avait une arme alors? C'était pas à lui, t'arrêtes de faire chier. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce film, c'est qu'il ne cherche pas forcément à nous arracher des rires ou des larmes. Il n'y a pas de scène où on cherche absolument la performance d'acteur au risque que ça ne marche pas et que ça nous sorte du film. Non, ce long métrage en fait il en a pas besoin puisque on est vraiment embarqué dans cette histoire. Parce que les personnages sont bien caractérisés. On part donc sur des bases solides et on est de plus en plus dans le film parce que l'histoire devient de plus en plus intéressante. Et ça en gardant les pieds sur terre, en gardant un certain réalisme. Au début c'est un teen movie assez classique, mignon, et à partir de l'arrivée du grand frère de Max, sa délinquance va déteindre sur son petit frère et sur son entourage. Les enjeux du film vont devenir de plus en plus importants et la violence et l'insécurité des personnages va monter crescendo. Et c'est ça qui m'a eu, j'étais à fond dedans. On reste dans un teen movie puisque les enjeux principaux sont des motivations d'adolescents, mais des caractéristiques du film de gangster vont changer totalement le ton du film. Des choses graves s'immiscent dans le quotidien de ces gamins qui de base sont gentils et sensibles. Même ton frère, t'es pas capable de le protéger? J'ai plus pas les flics, je fais quoi? Dis-moi, je fais quoi? Si on met de côté quelques envolées spectaculaires avec des plans au drone assez précis, bien sûr qu'on a une réalisation et une photographie assez naturaliste. On est proche du réel et des personnages, et il y a une simplicité dans la réalisation et dans le montage qui laisse la place suffisante aux acteurs. Et en parlant des acteurs, le seul qui est connu, sauf erreur de ma part, dans ce film, c'est Raphaël Quenard, qui je trouve n'est pas un excellent acteur puisqu'il n'a pas une palette très variée de rôles, il est souvent dans des rôles de délinquants, de voyous ou de mecs bizarres, mais l'avantage c'est qu'il les incarne bien, et ce film ne fait pas l'exception. Les Trois Fantastiques, c'est un excellent petit film qui vous amène là où vous ne vous y attendez pas, sans en faire trop, et c'est ça qui le rend d'autant plus poignant. C'est une amitié, mais c'est tellement plus fort, c'est comme la famille. Mais encore plus fort, tu vois, c'est... Ah, je sais pas comment expliquer. Y a pas plus fort que la famille, frère. Carrie au bal du diable de Brian De Palma, donc celui-là, je le connais très bien, j'adore ce film. J'avais déjà un peu parlé de Carrie sur cette chaîne, mais je crois que c'est juste une anecdote de tournage, donc ça sera un plaisir de parler du film en lui-même, quoi. Je vais essayer de faire original et Carrie au bal du diable, contre toute attente, est autant un film horrifique qu'un teen movie profond et poignant. On peut le rapprocher d'un grave plus actuel dans ce qu'il dépeint de la relation aux changements corporels et physiologiques que traversent les jeunes adolescentes lorsque les hormones commencent à agir. Oui, même si dans grave c'est plus trop une adolescente, c'est plutôt une jeune adulte, mais effectivement c'est une étape de sa vie en fait, et puis il y a un rapport au sang et au corps qui est présent dans les deux films. La très glauque relation entretenue avec sa mère castratrice mêlée à la violence du milieu scolaire en forme un mélange très impactant.
Et oui, c'est vrai que Carrie au bal du diable, c'est un sacré mélange pour le coup. Et dans ton commentaire, tu parlais aussi de Sissy Spacek qui permet de faire une transition entre le film que tu avais recommandé dans la précédente vidéo. Ici, on la retrouve beaucoup plus jeune dans son rôle, je trouve, le plus iconique. C'est l'un des meilleurs teen movies qui adapte une histoire de Stephen King, même si c'est avant tout un film de Brian De Palma, tant il a réussi à implanter sa patte de réalisateur. On suit Carrie, une adolescente harcelée dans son lycée car elle n'arrive pas à s'intégrer. La raison à ça est évidente, c'est sa mère, comme tu l'as dit dans ton commentaire, qui impose une éducation chrétienne extrémiste. En étant persuadée de la protéger, elle transforme son adolescence et sa puberté en véritable torture. Sans spoiler le climax du film, même si certains l'ont probablement déjà vu sans avoir vu le reste du film tellement c'est culte, le film est imprégné du sang. Et ce, sans forcément être tout le temps gore. Le rouge est partout. Les voitures, les vêtements, les décors, la lumière. C'est le sang de Carrie qui devient une femme, mais c'est aussi la couleur du sexe, du diable, car c'est perçu comme un péché par la mère. Oui, je parle de devenir une femme. C'est un péché apparemment. Eve was weak. No! Eve was weak. Say it. No, Mama! Sa folle de mère s'emprisonne elle-même et sa fille dans le fanatisme religieux. Carrie bout de l'intérieur, quelque chose grandit en elle, des pouvoirs surnaturels, symbole d'un besoin d'émancipation qui la ronge, et aussi d'une colère envers celle qui l'opprime, et celle au pluriel. Creepy Carrie! Creepy Carrie! Ce qui est un comble quand on y pense, c'est que ces pouvoirs surnaturels sont le pire ennemi de l'église. C'est perçu comme païen, comme sataniste. C'est la chose qui va le plus à l'encontre de la religion. Et c'est là qu'on se rend compte que ce film mélange parfaitement teen movie et fantastique. Les deux sont profondément liés. En termes d'esthétique, c'est baroque, la lumière est diffuse et on a aussi beaucoup de clair-obscur, surtout dans les scènes avec la mère de Carrie. Tout ça renvoie à une imagerie de représentation de tableaux chrétiens, quoi. J'ai pas forcément de terme pour ça, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et bien sûr, il y a la musique qui a un côté flottant et fantomatique. Aussi dans la réalisation, il y a le corps des femmes qui est au centre du film, qui est filmé souvent avec des gros plans ou avec des ralentis, sans pour autant dépasser la limite du voyeurisme. En fait, on comprend que la puberté, qui est quelque chose de normal pour les autres jeunes filles dans le film, est surtout une source de peur pour Carrie. Et enfin, en repensant au film, là, en fait, je me suis dit qu'il y avait quand même de sacrés parallèles entre le début du film et sa fin. Alors attention, spoiler, je vous laisse un petit peu de temps, il y a les chapitres qui sont disponibles en description, et je vous mets ici le timecode quand est-ce que j'arrête de spoiler, parce que je suis obligé, même si j'aime pas faire ça, de parler de la fin du film. Je veux dire, c'est impossible de parler de Carrie sans parler de la scène du bal. La différence entre les scènes du début et les scènes de la fin du film, c'est que Carrie prend le dessus. Ce n'est plus le sang de ses règles dans la fameuse scène de la douche au début du film, qui d'ailleurs est extrêmement malaisante à regarder, mais c'est le sang qui la transforme en démon pendant le bal, et qui révèle toute l'étendue de ses pouvoirs. C'est tragique parce qu'elle est devenue ce que sa mère redoutait, mais on l'a bien compris, ce n'est ni les péchés ni le diable qui l'ont poussé à faire ça, mais bien les humains, leur ignorance, leur folie et leur haine. Did any of you ever stop to think that Carrie White has feelings? Cependant, ça a un côté satisfaisant puisque c'est enfin Carrie qui mène le bal. Vous l'avez compris ça là? Ouais, je l'avais pas écrite et je suis assez fier. Aussi, on n'a plus le Jésus terrorisant que lui imposait sa mère, mais sa mère qui finit crucifiée. Et bien sûr, je suis obligé d'en parler, Carrie brise le côté doux et uniforme du film avec le split screen et les effets stroboscopiques bizarres pendant la fameuse scène de climax. C'est l'utilisation de l'écran scindé que je préfère, tout film confondu. Et pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'adore quand la forme du film elle-même change pour raconter quelque chose. Moi personnellement, j'appelle ça un acte de réalisateur, un acte de cinéma. Enfin bref, je pourrais faire une analyse bien plus poussée et bien plus profonde de ce film qui est certainement le meilleur teen movie horrifique, ou en tout cas le meilleur des années 70. Mais bon voilà, il faut passer à l'autre film, mais en tout cas Carrie, je suis content d'en parler et de me remettre en tête parce que c'est un film que j'apprécie beaucoup. Ah, c'est particulier, donc la trilogie Retour vers le futur. Je vais essayer de trouver un angle d'attaque original, parce que tout le monde a déjà parlé sur YouTube et même ailleurs de Retour vers le futur. Alors, on a Bloby qui nous dit qu'il ou elle avait passé un très bon moment devant Retour vers le futur, en précisant que c'est pas une recommandation puisque tout le monde l'a déjà vu. Alors, peut-être pas, hein, ça se trouve il y en a qui l'ont pas vu et j'avoue je les envie parce que pour moi c'est un excellent film. C'est une découverte qui, je pense, si on aime en tout cas cet humour et ce côté blockbuster délirant des années 80 comme ça très pop, je pense que c'est une sacrée découverte Retour vers le futur. Donc s'il y en a qui l'ont pas vu, allez-y, régalez-vous, c'est un très bon feel-good movie. Avant de m'attarder sur le premier film, parce que je pense que c'est le plus teen movie et c'est aussi personnellement mon préféré, même si les deux autres sont pas loin derrière, je tiens quand même à enfoncer une porte ouverte en disant que c'est une trilogie absolument parfaite. Mais j'ai envie d'expliquer pourquoi je pense ça. Le premier film installe le ton.
le concept, les personnages. C'est facile à comprendre, c'est populaire et c'est drôle et bien divertissant. Le deuxième est une suite absolument parfaite parce que c'est la même chose en plus gros, en plus spectaculaire, en poussant les standards un peu plus loin, et c'est comme ça que devrait être n'importe quelle bonne suite de blockbuster de ce type. Et en plus, c'est pas exactement la même chose, ce qui le rend aussi original, puisque au lieu de jouer entre le décalage entre le présent et le passé, dans le deuxième, on joue entre le décalage entre le futur et le présent. Même si de nos jours, on a bien sûr un regard différent, puisque ça se passait dans les années 80, mais justement, ça rend la chose encore plus décalée. Et le troisième, on change totalement de cadre, en gardant plus ou moins le même concept. C'est juste l'idéal pour un troisième film d'une saga comme ça, surtout qu'on reste bien ancré dans les États-Unis, dans son histoire et dans son imagerie cinématographique. Et justement, j'ai un petit peu envie de parler de ça sous le prisme du teen movie. Bon, déjà, s'il y en a qui l'ont pas vu, petit pitch rapide. On a McFly qui atterrit accidentellement dans le passé grâce à la machine à voyager dans le temps du doc, puis qui empêche par accident la rencontre de ses parents. Décidément, il est bien maladroit. Et donc, l'enjeu du film pour lui, c'est qu'il doit faire en sorte que ses parents se pécho avant qu'il retourne dans le présent. Sinon, bah, il va disparaître, quoi. Je vais vous faire un schéma, mais si ses parents ne font pas crac-crac à un moment donné, il n'y aura plus de McFly et il n'y aura même plus de film. Meet, they won't fall in love, they won't get married, and they won't have kids. That's why your older brother's disappearing from that photograph. Your sister will follow, and unless you repair the damage, you'll be next. Et oui, Retour vers le futur, c'est avant tout une comédie familiale et un film de grande aventure. Mais l'aspect teen movie est bien là parce que c'est en quelque sorte McFly qui doit écrire et mettre en scène le teen movie romantique et burlesque de ses propres parents. On est dans les années 50 aux États-Unis et tous les clichés des ados sont bien là. Son père est le geek boutonneux qui se fait martyriser, sa mère est la jeune fille naïve, hyper influençable. On a bien sûr le caïd avec ses gros muscles, sa bande et sa voiture noire, parce que oui, les lycéens conduisent des voitures en allant au lycée aux États-Unis, tout à fait normal. En plus des ados, il y a aussi le proviseur colérique et des lieux emblématiques comme la cafétéria ou le fameux bal de promo. Alors c'est sûr que ça n'appartient pas qu'aux années 50, mais ça fait quand même un bon starter pack de clichés du teen movie en fait. Tous les éléments sont là. What, you mean like a date? What? Well, what kind of date? I don't know. What do kids do in the 50s? Dans Retour vers le futur, on peut dire qu'on joue avec les codes du genre, parce que McFly doit littéralement finir son film, enfin celui de ses parents, de la bonne manière pour pouvoir rentrer chez lui et survivre. En fait, quand on y pense, Retour vers le futur, c'est une sorte d'escape game grandeur nature. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de le citer et de l'aborder un petit peu sous ce prisme-là, et parler des clichés du teen movie des années 50 à 80 me permet tranquillement de glisser vers ma recommandation perso, qui est un excellent film sorti la même année que Retour vers le futur, et qui justement regroupe tous les clichés pour en faire en quelque sorte le teen movie ultime. Pour une fois, je vous recommandais un film culte et pas un petit film obscur que j'ai pioché dans le fin fond de ma cinéphilie, parce que voilà, c'est le premier qui m'est passé par la tête en parlant de teen movie, et c'est une vraie bonne comédie dramatique qui pour moi est le ton parfait à adopter lorsqu'on veut parler de l'adolescence. Breakfast Club est d'apparence simple. D'apparence. On nous présente un par un des adolescents qui sont des véritables clichés du teen movie. Le bad boy, la fille populaire, le geek, la fille émo renfermée sur elle-même. Ces personnages sont source de blagues, en jouant avec leurs différences, et le film commence réellement lorsqu'ils se retrouvent tous ensemble collés un samedi. Là, comme d'ailleurs on nous le dit au début du film, on va découvrir ce qui se cache derrière ces clichés, derrière les apparences, littéralement derrière les cases dans lesquelles les ados se sont mis. What do you care? When you see us as you want to see us. In the simplest terms, the most convenient definitions. Le film garde quand même tout le long un aspect de comédie, c'est assez théâtral, mais là où il se démarque et il devient un excellent film, c'est dans ses phases de dialogue et dans son écriture globale. Parce que forcément, les personnages, ils sont enfermés, c'est un huis clos, et ils n'ont pas grand chose à faire de plus que de parler entre eux. Et c'est là que les masques tombent. On a des sujets tabous qu'un autre film de cette époque aurait soit évité, soit tourné en dérision, qui sont ici présentés frontalement. On parle de suicide, d'addiction, de virginité et de différences de classe sociale qui sont perçues comme étant plus ou moins douloureuses. Le réalisateur a l'intelligence de rester dans un huis clos quasiment pendant tout le film, de laisser respirer les acteurs et surtout de laisser durer les dialogues. Bad. Real bad. Parents. Les gestes et les expressions faciales des acteurs deviennent plus sérieuses et moins romancées parce que les ados se livrent et redeviennent eux-mêmes. Ça se transforme en véritable séance de psy et mettent leur rivalité de côté pour se soutenir mutuellement. Et ce samedi de colle d'apparence banale va changer leur vie à tout jamais. Dans l'histoire du teen movie, ce film est très important car ici on décide enfin d'aborder le sujet de l'adolescence avec respect. On prend au dépourvu le spectateur qui s'attend à une comédie assez légère pour l'amener vers un côté dramatique et forcément cet aspect du film devient
bien plus impactant. Si vous voulez, ce film il déconstruit à la fois les personnages et le genre de film auquel ils appartiennent. Mention spéciale à la musique qui vous restera en tête pendant très longtemps et à la caractérisation des personnages adultes. Ils sont dépeints comme des instits et des parents incompétents et complètement ignorants de ce que vivent leurs enfants. Même si là aussi, il y a quand même un peu de nuance à certains moments. J'aurais pu aussi choisir Stand By Me qui est sorti un an après, qui est aussi un chef-d'œuvre je trouve, qui a pour point commun de faire ressurgir dans la banalité du quotidien des vérités bien plus sombres, qui vont, sans que forcément les héros s'en rendent compte, créer un avant et un après, une sorte d'étape dans leur vie. Encore une fois, on a eu une très bonne sélection, alors plus de films cultes, mais au moins c'est des films qui plaisent à un plus grand nombre, donc merci beaucoup d'avoir participé. Sans plus attendre, je vous annonce le sujet du prochain épisode, on va se diriger vers un sous-genre de la science-fiction, les films dystopiques. Pour expliquer rapidement, ce sont des films qui se passent dans le futur, où on nous présente un monde qui a mal tourné. On a une atmosphère sociopolitique qui est très sombre, qui rend la vie des classes moyennes et modestes très compliquée. Il y a beaucoup de films cultes dans cette catégorie aussi, et il y en a de toute époque. Par exemple Blade Runner, Minority Report, Matrix, il y a aussi des teen movies comme Labyrinthe ou surtout Hunger Games. On peut aussi y inclure des films post-apocalyptiques où il y a la naissance d'une nouvelle civilisation comme dans Mad Max, ou des films un peu moins sombres comme The Truman Show par exemple. Il y en a vraiment pas mal. Comme d'hab, si vous avez envie de participer et que vous n'avez pas forcément d'inspiration, je vous rappelle que sur internet, en 2 clics, vous pouvez trouver des sites qui vous recommandent des films que vous avez peut-être déjà vus justement, et vous pouvez tilter, vous dire ah putain ce film là, il appartient à cette catégorie, je l'ai kiffé et j'ai envie de le recommander. Je compte sur vous pour participer, pour continuer à faire vivre ce format. Vous avez juste à balancer le titre du film dans l'espace commentaire et si vous en avez envie, avec une petite phrase qui donne un petit peu l'eau à la bouche quoi. Pourquoi vous avez envie de recommander ou de parler de ce film là. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, commenter, liker, partager, vous savez comment faire. Et moi je vous dis à la prochaine.